Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, après avoir parlé du cas Rudy Garcia à l'OL jeudi, et alors qu'on s'apprête à faire un petit tour d'horizon du foot français, j'ai choisi de m'intéresser aujourd'hui au FC Nantes, et comment expliquer leur début de saison remarquable. Alors d'abord les faits, et initialement cet été, il y avait quand même tout un tas de raisons de se faire du souci, puisque Nantes, en 2018-2019, c'est quand même une 12e place, globalement sans relief, le drame Emiliano Sala bien sûr, Vaïd qui claque la porte, l'ombre de Valdemarquita qui plane au-dessus du club et qui donne naissance à un conflit ouvert avec la Brigade Loire, ce projet de nouveau stade abandonné, Rongier qui rallie l'OM au dernier moment, l'idée d'un nouveau logo et toute la polémique que cette idée a engendré, et puis même un potentiel rachat par un entrepreneur inconnu, abandonné également au dernier moment. Voilà, il y avait tout un contexte qui faisait que c'était assez difficile de se projeter avec optimisme, et qui m'avait conduit personnellement à pronostiquer une saison très difficile. Et pourtant, alors qu'on a joué là presque un quart du championnat, Nantes est bien deuxième, à 2 points du PSG. 6 victoires en 9 matchs, notamment contre Montpellier, Reims, Lyon, le rival rennais, et Nice, il y a 2 semaines. C'est un départ rêvé qui pose forcément la question « Pourquoi ?» Et donc je pense qu'on peut et on va mobiliser plusieurs raisons pour expliquer tout ça, mais la première est sûrement à trouver au niveau défensif. Donc 5 buts encaissés, ça fait de Nantes la 3e meilleure défense de Ligue 1, derrière seulement Paris et Reims, et aucun but encaissé à la Beaujoire sur 5 rencontres. C'est une solidité qui doit beaucoup à cette très belle charnière Palois-Girotto. Alors le premier est à 32 ans en train de jouer tout simplement, je pense, le meilleur football de sa carrière, et il est sans doute dans le top 5 des meilleurs centraux du championnat de France aussi, au moins depuis quelques mois. Girotto lui est arrivé en même temps que lui en 2017, mais initialement a très peu convaincu à son poste de milieu défensif. Sa reconversion dans l'axe en début de saison, ça c'est vraiment un super coup signé Christian Gourcuff. Et son match héroïque contre Reims est peut-être pour l'instant le point d'orgue de sa carrière nantaise. Le truc intéressant à ce sujet, c'est que même en corrigeant les stats, donc même en laissant de côté les buts encaissés pour se référer plutôt à la stat avancée des expected goals against qu'on trouve sur understat.com et qui indique dans une certaine mesure les buts que Nantes aurait dû encaisser, et ben il reste quand même la 5e défense de Ligue 1. Donc c'est notable, il y a une vraie équivalence entre leur production défensive et les résultats qu'ils arrivent à obtenir grâce à cette défense. Et puis même au niveau individuel, donc même quand on regarde les performances des joueurs un par un, et là c'est plutôt sur whoscored.com, les 2 joueurs les mieux notés qui font le meilleur début de saison à Nantes, c'est Girotto et Palois. Et puis Fabio, qui est capable d'évoluer latéral droit comme latéral gauche, lui est 3e. Alors au-delà de cette ligne défensive performante, je pense ensuite qu'on doit évoquer également la belle complémentarité du double pivot Touré-Abed, à voir là si ça peut tenir toute une saison, notamment éviter les blessures pour Abed, mais pour l'instant ça fonctionne. Et puis si la défense est performante, il faut souligner évidemment le rôle d'Alban Lafont. Alors pas hyper rassurant au départ, mais qui monte en puissance, propose aujourd'hui un niveau satisfaisant, et ça va vraisemblablement que s'améliorer, puisqu'on rappelle qu'il a 20 ans. Donc voilà, défensivement ça se passe bien, offensivement c'est pas ultra spectaculaire, mais on va y revenir. En revanche, à noter que l'effectif a enfin des ailiers performants. Le truc c'est que c'est un peu une lacune historique du FC Nantes, en tout cas sur ces dernières saisons, et à nouveau, là, à voir si ça tient la distance, mais Kader Bamba et Moses Simon font vraiment un super début de saison, amènent beaucoup de mobilité sur les côtés, alors pas toujours nécessairement titulaire, en tout cas pour Kader Bamba, mais amènent beaucoup de mobilité sur les côtés. T'as 1,9 dribbles par match pour Simon, ce qui est carrément notable. Puis ensuite, Ludovic Blas comme Christian Benavente apportent leur pierre à l'édifice. Dommage peut-être que Marcus Coco soit fait les croiser aussitôt. Donc une défense d'acier et une animation des côtés qui est relativement intéressante. Je pense qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que la pierre angulaire de cette réussite, c'est le coach Christian Gourcuff, qui est un entraîneur remarquable, un des tout meilleurs penseurs du foot qu'on ait en France, pionnier sur pas mal de réflexions, et un des premiers à avoir travaillé avec des outils d'analyse tactique et statistique modernes. Alors évidemment les résultats aident, mais il a aussi réussi à prendre le pouvoir dans une organisation nantaise qui est très compliquée, traditionnellement assez dévoreuse d'entraîneurs. Je crois qu'ils en sont à leur 14e ou 15e coach en 12 ans de présidence Kita, donc c'est dire. Et récemment,
comme un symbole, il a vu ses prérogatives étendues, il va dans une certaine mesure chapeauter l'ensemble de la politique sportive, on va y revenir, mais voilà, il est un élément fondamental de cette réussite. Et puis enfin, pour conclure cette partie, pour amorcer la suivante aussi, il y a aussi l'idée que si Nantes fonctionne, si Nantes surprend effectivement la Ligue 1, on doit y lire une certaine part de réussite. Voilà, contre Reims, contre Lyon par exemple, sur l'ensemble de ces 2 matchs, Nantes marque 6 points, gagne à chaque fois, mais c'est montré quand même très peu menaçant. Et puis de manière générale, quand tu réussis à marquer 19 points en inscrivant seulement 9 buts, c'est le signe d'une surperformance significative. La prochaine question donc, et celle qu'on se pose forcément, nécessairement, quand les choses vont bien, c'est est-ce que ça peut durer ? À court terme en tout cas, je pense pas. Voilà, 9 buts, c'est quand même pas une attaque très performante, et encore, c'est relativement bien payé. Alors, il n'y a que 6 équipes en Ligue 1 qui font pire, mais quand tu passes aux expected goals, Nantes avec 7,84 surperforme légèrement, et est seulement la 19e attaque de Ligue 1. D'ailleurs, si on ajuste le classement en fonction des expected points, les points que devrait avoir, entre guillemets, chaque équipe en fonction du modèle de Norstat.com, Nantes passe de la 2e à la 14e place, de 19 points à 11,23 points, une surperformance de 7,77 points. C'est simple, aucune équipe fait plus en France, aucune équipe fait même la moitié de cette valeur. Alors pour l'instant ça dure, pour l'instant ça fonctionne, et notamment parce que le numéro 9, Khalifa Koulibaly, est en super forme, très réaliste en ce moment, mais il y a aussi une raison pour laquelle il a joué 810 des 810 minutes du FC Nantes pour l'instant, c'est qu'il n'y a personne derrière. Voilà, je crois qu'il y a 2 jeunes de 19 et 20 ans qui sont dans l'effectif au poste de numéro 9, mais pas de vrais subs à son poste. Et donc pour une équipe qui a gagné 6 matchs et 6 fois par un but d'écart, 5 fois 1-0, t'es peut-être à une blessure près d'une vraie dégringolade. Donc, est-ce durable ? Si on demande est-ce que Nantes va finir 2e ou va même finir sur le podium ? Non, je pense pas. Honnêtement, je les vois même pas terminer dans le top 5 cette saison, parce qu'on est sur une équipe, donc comme on l'a montré, qui est intéressante, mais en très large surperformance. En revanche, les 19 points qui sont pris, sont acquis. Ils ont lancé une dynamique positive et ils permettent aussi à Nantes de creuser une longueur d'écart très importante par rapport à leurs concurrents directs. Alors je crois qu'ils sont donc à plus 5 par rapport à Montpellier, Reims, plus 7 par rapport à Rennes, plus 10 contre Strasbourg. Voilà, c'est un écart intéressant, c'est un écart qui peut te permettre un moment de moins bien plus tard, et je pense que c'est vraiment pas déraisonnable pour Nantes d'aller chercher le premier tiers de tableau, au moins entre la 6e et la 8e place, pourquoi pas. Et puis maintenant, une autre partie de la question, c'est est-ce que ça peut être durable à plus long terme ? Donc est-ce que cette bonne dynamique que tu as enclenchée peut être quelque part annonciatrice d'un retour des beaux jours à la Beaujoire ? Est-ce que ce club peut aller récupérer ne serait-ce qu'une fraction de sa gloire passée ? Évidemment, c'est très dur à dire, mais en tout cas, par rapport au schéma catastrophique de cet été, il y a quelques motifs d'espoir. Grâce à la hausse des droits télé par exemple, Franck Kita a confirmé que le budget du FC Nantes devrait assez vite passer à 100 millions d'euros sans ouverture du capital, et sa déclaration vis-à-vis de Christian Gourcuff est encourageante. Il va devenir le responsable du secteur sportif, il va mettre en place, grâce à son savoir-faire et son expérience, une politique sportive globale. On va essayer d'installer ce qui a été fait à l'époque, une uniformité du style de jeu, des pros jusqu'aux petits. Et la réponse publique de Gourcuff: le président m'a confié de mettre en place cette politique technique. Évidemment, cela implique une projection dans l'avenir. Je suis très heureux que le club et le président me fassent confiance. Je réitère, je terminerai ma carrière au FC Nantes. Comment Nantes surprend la Ligue 1 donc ? Grâce à une défense d'acier, d'abord, qui n'a encaissé que 5 buts en 9 matchs, et cette charnière Palois-Girotto qui impressionne. Alors l'effectif s'est étoffé presque partout et pas mal de choses changent quand t'as des ailiers qui sont enfin capables d'amener du danger. Mention particulière pour le double pivot Touré-Abed aussi. Et bien sûr, Nantes a fait un très beau coup avec Christian Gourcuff, qui est peut-être l'entraîneur parfait dans ce contexte, assez de science pour tirer le meilleur d'un effectif intéressant, et assez de caractère pour se faire une place au sein d'un organigramme très exigeant. Alors on n'en a pas parlé pour l'instant, mais dans la continuité de la fin de saison dernière, il faut noter que l'équipe performe toujours aussi fort contre les gros. Et de manière générale, l'état d'esprit est très bon, on sent une belle volonté collective du dépassement de soi. La Beaujoire, ensuite, reste dans un bon jour l'une des enceintes les plus bruyantes de France, et alors qu'un climat positif s'installe, le 12e homme joue son rôle
aucun but concédé à domicile en 5 rencontres, de nombreuses victoires obtenues dans le Money Time. Enfin, citons une franche part de réussite tout de même, notamment dans le secteur offensif, et les classements corrigés en fonction des stats avancées sont moins flatteurs. Alors, est-ce durable donc sur ce rythme, celui d'un quasi-champion? Certainement pas. Et l'attaque ne semble pas assez fournie, particulièrement au poste de 9. En revanche, ces 19 points offrent une marge de manœuvre intéressante, et Nantes peut sans aucun doute viser le premier tiers, ou pas loin. Et puis enfin, le football tourne souvent en dérision nos prévisions, mais on peut estimer tout de même que l'avenir sera plus radieux que le passé. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette très courte analyse. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide toujours autant. Et puis si vous voulez pas rater la prochaine, qui arrivera très très vite sur un autre club, que je vais bientôt annoncer sur Twitter, mais si vous voulez pas rater ça, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir, ça me fait toujours très plaisir, de notre côté donc. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Non, d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, une excellente soirée, un très bon week-end, prenez soin de vous surtout. Bisous.